Et donc, quand je suis partie en Inde pour mes études, je suis partie avec voilà, en tête que c'était possible de créer mon propre métier, tout simplement. Quand je voyageais, tout ce qu'on trouvait dans les marchés pour touristes, c'était en fait de la fast fashion, fait pour les touristes qui voyagent en Asie. Et donc ça m'a beaucoup dérangée et je me suis dit, je ne veux pas participer à ça. Bonjour à tous, on est avec Lisa d'Azadi Boutique. Donc très content que tu nous reçoives dans ta boutique ici à Croix-Paquet. C'est à Croix-Paquet ou dans le premier Dans le premier. Dans le premier, voilà. Donc très content de venir ici, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer ? Alors, je suis Lisa, la créatrice de Azadi. Donc Azadi, c'est une marque de mode responsable engagée qui a pour but de développer l'emploi pour les personnes issues de milieux défavorisés en Inde. Et donc j'ai commencé le projet en 2018 pendant mes années d'études. D'accord, super. Et qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de commencer cette activité ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'indépendance ? Alors, à l'époque, j'étais en pleine crise existentielle quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et du coup, je cherchais un petit peu un sens et ce que je voulais faire dans la vie. Et donc, j'avais vraiment envie de travailler dans un milieu qui ait du sens pour moi, où je sens que ce que je fais a vraiment un impact positif. Donc j'ai toujours eu un côté très philanthrope qui a fait que je voulais vraiment bosser dans du social de base. Je me voyais pas non plus dans une ONG, je savais pas vraiment où je voulais aller. Et puis un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tu sais que tu peux peut-être créer ton propre métier. Et ça c'était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé ou envisagé parce que dans ma tête c'était une entreprise. On peut en créer une que si on a déjà de l'expérience dans le travail et aussi un certain budget, un certain confort de vie qui nous permet de financer une entreprise. C'est clair. Et voilà, donc du coup, de mes hauts de 20 ans, j'ai réalisé que c'était peut-être possible, qu'il y avait une autre manière de faire. J'avais entendu parler de projets aussi qui s'étaient créés à Lyon, des coopératives qui correspondaient pas mal à mes valeurs, notamment le Biarristan et le court-circuit qui a été créé par un groupe de copains. Et donc, ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, quand je suis partie en Inde pour mes études en 2015-2016, j'avais 20 ans. Je suis partie avec en tête que c'était possible de créer mon propre métier tout simplement, sans savoir vraiment que j'allais créer un métier là-bas, mon métier en Inde. Et donc quand je suis arrivée en Inde, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce pays, pour les gens, pour le voyage, une passion pour le tissu indien, parce que j'ai aussi toujours une passion en général pour la mode. J'aime les belles choses, j'aime les beaux bijoux, j'aime les beaux tissus. Et je trouvais ça magnifique aussi, toute la technique traditionnelle que les Indiens ont préservée, que maintenant on essaye de le répandre à nouveau en Europe d'ailleurs. Mais bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais voilà, du coup, je me suis dit, en fait, tu adores l'Inde. J'avais vraiment envie de garder un lien avec ce pays qui m'a énormément chamboulée. Je suis restée 1 an là-bas. D'accord. Et du coup, j'avais envie de créer ce lien en participant aussi à l'économie locale là-bas. Pas seulement en étant une touriste qui voyage et qui savait pas du bon temps. Je voulais vraiment soutenir les gens là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai réuni tout ce qui me passionnait, que je me suis lancée dans ce projet pendant mon année d'études sur place. D'accord. Et du coup, c'était des études de quoi que tu faisais ? Ça n'a rien à voir, j'imagine, avec le monde du textile. C'était quoi tes études Non, c'était management et sciences humaines à l'IAE de Lyon 3. Et donc, je m'ennuyais un peu dans mes études. Ouais. C'était pas du tout... j'avais choisi ces études par dépit. Et j'ai sauté sur l'occasion... de l'échange qu'on pouvait avoir à l'étranger. Et donc, il y avait très peu de personnes qui voulaient partir en Inde à l'époque. Ça effrayait beaucoup de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de demandes pour partir là-bas. Et donc, mon université a fait une propagande pour essayer de motiver les gens de venir là-bas parce que ils avaient besoin de faire des échanges, accueillir des élèves. Du coup, c'est la fac qui vous a envoyé en Inde. Voilà, c'est ça. Tu as fait des études directement en Inde. C'était une sorte d'Erasmus. C'était pas une césure que tu faisais avant tes études. C'était pendant tes études. Voilà, pendant mes études, pendant ma 3e année d'études en licence. Et du coup, c'était 6 mois d'échange. Et donc, ils ont réussi à réunir un groupe on était, il me semble, 8 étudiants à être quand même, c'est cool. OK pour partir.
Et donc, on a dû passer un diplôme sur la culture indienne. On a appris un petit peu l'histoire, le hindi, pour qu'on se crée un petit bagage pour partir là-bas. Et voilà, et du coup, j'ai pu partir pendant ces 6 mois en Inde. 6 mois qui se sont prolongés. Finalement, je suis restée 1 an sur place. 1 an toujours du coup en études ou c'était 6 mois rallongés 6 mois allongés qui m'ont permis justement de réunir toutes les informations dont j'aurais besoin pour créer ce projet du coup. D'accord, parce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une idée quand tu étais parti en Inde, c'était déjà dans l'optique de construire ton projet ou c'est une fois en Inde que tu t'es rendu compte que tu voulais construire ce projet-là? C'est une fois en Inde. Donc en gros, pendant mes voyages, donc déjà à l'époque, j'avais une grosse prise de conscience sur ma manière de consommer, sur le modèle de production en général dans notre économie. Et donc, je voulais plus participer à ça. Et je m'étais pas encore posé la question du vestimentaire. Et la question du vestimentaire est venue quand j'étais en Inde parce que c'est un pays gros producteur de textiles et sous-traitant pour plein de boîtes en Europe. Et donc, en voyageant, j'ai découvert les artisans dans les villages versus les grosses industries polluantes où les personnes travaillent vraiment dans des conditions déplorables. Et donc, mon idée, c'était à la base, pour mon plaisir personnel, en fait, j'ai commencé à faire mes propres vêtements auprès des couturiers dans les villages parce que quand je voyageais, tout ce qu'on trouvait dans les marchés pour touristes, c'était en fait de la fast fashion fait pour les touristes qui voyagent en Asie. Des grands groupes qui produisaient, qui faisaient semblant que c'était dans les marchés, que c'était produit local, alors que c'est des grands groupes qui les produisent. Et souvent, c'est ce qu'ils font, les revendeurs, du coup, qui sont les petits acheteurs dans les villages qui essayent de vivre comme ils peuvent du tourisme. Ils disent c'est fait main, alors que pas du tout. Ils reçoivent des gros tas en fait de fringues qu'ils doivent essayer de vendre. Souvent, ils vendent à perte parce que les touristes aussi négocient beaucoup. Parce qu'ils sont en Inde, ils disent je peux avoir des vêtements pas chers. Donc, il y a vraiment une petite... c'est assez dingue quoi, de se rendre compte de ça, qu'en fait, ces personnes, ils essayent de survivre en revendant cette cam qui a été produite dans de très mauvaises conditions et qui coûte rien. Et de les voir, devoir négocier, des fois accepter de vendre à perte leurs marchandises parce qu'ils ont besoin de se nourrir à la fin de la semaine. Et donc ça m'a beaucoup dérangée et je me suis dit je ne vais pas participer à ça. Et puis je voulais vraiment des vêtements avec des tissus indiens qui se soient très authentiques parce que souvent c'est du cliché qu'ils nous vendent aussi. C'est des t-shirts avec des gros ganesh dessus, des sarouels, ils portent pas de sarouels. Voilà, les Indiens ne portent pas ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je récupérais les saris de mes copines indiennes. Elles me donnaient souvent des saris qu'elles ne mettaient plus et elles disaient que ça allait me faire plaisir, sauf que je savais que j'allais jamais les porter en Europe. Et donc, j'ai récupéré ces saris et j'ai commencé à travailler avec une couturière dans un village qui était dans le Karnataka, dans le sud de l'Inde, pendant un de mes voyages, qui s'appelait Shakuntala. Et en fait, avec elle, j'ai commencé à faire mes petits tops, petits crop tops, petits pantalons dans les saris qu'on découpait dedans. Et je ne négociais pas parce que le prix était très raisonnable. Je lui demandais combien c'était, elle me donnait son prix. Je fais ok. Et puis tu n'étais pas de base là pour faire une affaire, tu étais là pour produire avec une personne de talent, tu n'étais pas là pour négocier. Voilà, c'est ça. Et puis même des fois il n'y a même pas besoin. Ce que je veux dire, c'est le prix était complètement juste. Après, bien sûr, il y a des endroits touristiques où ils vont flamber les prix, ils vont te faire du x10. Ça peut arriver de se faire vraiment... C'est un peu la demande qui veut ça aussi. C'est ça. C'est le jeu aussi. Mais voilà, du coup, j'ai commencé à bosser avec Shakuntala et j'ai fait mes propres vêtements avec elle, mais c'était vraiment pour moi. Et en voyageant avec mes vêtements, du coup, que je portais, je croisais pas mal de monde... des étrangers comme moi, comme des Indiens, qui me disaient « t'as trouvé où tes vêtements? C'est super joli et tout. » Et du coup, j'ai commencé à me dire « il y a peut-être quelque chose à faire et je pourrais peut-être donner du boulot en continu à Shakuntala et bosser avec elle. » Et en fait, elle était super contente de cette collab qu'on avait fait. Elle avait pu donner le prix qu'elle voulait, donc c'était chouette. Et du coup, j'ai commencé à cogiter là-dessus. Donc j'ai voyagé, je suis allée dans différentes régions. Je me suis intéressée au textile indien.
Je posais des questions aux gens dans les villages, où est-ce que je peux trouver un tisseur, où est-ce que je peux trouver ce type de tissu. Et de fil en aiguille, je trouvais des producteurs qui étaient souvent en fait des producteurs où ils travaillent dans leur maison, c'est dans un village, il y a tout, même les villages en fait sont des fois reliés pour la production du tissu. D'accord. Par exemple, il y a l'oncle qui va faire le tissage, la grand-mère qui va faire la bobine de fil, le cousin qui va s'occuper des teintures naturelles. Ils font leur propre métier à tisser, donc c'était hyper passionnant. Et tout ça me guidait dans mon voyage. En fait, là où j'y allais pour découvrir le tissu indien, pour poser des questions aux gens. Et voilà, et du coup, c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris le textile indien et le vêtement, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien, qui soutienne ces communautés, qui soutienne le travail qu'ils font. Et voilà, et commencer à développer ce projet que j'avais en tête. Et j'étais assez naïve, donc je me suis lancée comme ça, sans savoir où j'allais, et c'était la meilleure Parce des que choses, du coup, au final, là, tu fais de 2015 à 2016, c'est ça en Inde? Ou de 2016 à 2017? 2015-2016, du coup, 2015-2016. un an Après, en tu Inde. rentres et tu me dis qu'en 2018, tu crées du coup Azadi Boutique. Voilà, Donc tu laisses officiellement. mûrir l'idée pendant 2 ans. Ouais. Tu laisses un petit peu, tu travailles pendant 2 ans sur ce projet-là ou tu... J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là avant de le lancer du coup officiellement. D'accord. En gros, je suis entrée avec des premiers petits tops que j'avais fait avec Shakuntala. Pour toi, à ce moment-là, c'était l'étape pour toi ou c'était l'étape que tu déjà envisageais de vendre en revenant Que en France? j'envisageais de vendre D'accord. pour, on va dire, c'était mon premier produit pour développer mon idée. Et commencer à parler de mon projet en ayant quelque chose de tangible à montrer aux gens. Et donc, j'ai produit avec elle 60 petits tops que j'appelle aujourd'hui les tops Shaku parce qu'elle s'appelait Shakuntala, donc c'est son surnom. Et donc, ces petits tops, les tops Shaku, ils sont faits à partir de saris de seconde main. T'as un exemple là avec toi? Ouais, juste derrière. Attends, je vais te le prendre. Et voilà. Du coup, c'est petit top en sari. Voilà, sari de seconde main. Donc, j'ai commencé avec ces tops pour le projet. Premier produit du coup que tu fabriques en Inde. Voilà, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je vais faire quelque chose en taille unique, qui puisse aller à un maximum de personnes. C'est un petit produit, donc ça me permettait aussi de donner un prix très accessible, sans prendre de risques, on va dire, ne pas proposer des vêtements qui coûtent un bras alors que j'ai pas encore l'image de marque. Là, à ce moment en 2017, à combien est-ce que tu le... Je le vendais à 25 €, mais c'était une autre version du Top Shaku, parce que là, c'est la dernière version qui est à 30 €. Oui, c'est dû s'améliorer, j'imagine. Voilà, ça a amélioré depuis. Mais voilà, du coup, j'ai commencé avec ces petits tops. Donc, voilà, réversible, donc tu peux le porter dans les deux sens. D'accord. Et ces petits tops, ils ont beaucoup de succès. Et, et sur chaque vêtement, à chaque fois, tu as la photo de la personne qui a fait ça j'avais vu. vêtement. On voyait également les noms sur les étiquettes de la personne qui l'avait créé, du coup. Donc, au moins, on sait d'où le produit vient, qui l'a fait. Ouais. On montre un petit peu l'histoire du produit, quoi. C'est ça. Je me suis lancée avec ces petits tops. J'ai ramené 60 tops dans ma valise et je me suis dit, voilà, je vais me lancer sur ce projet. On va voir. T'as fait un peu une étude de marché, t'as pris tes 60 tops, tu t'es dit, est-ce que ça va intéresser quelqu'un sur Lyon, du coup, à ce moment-là, t'es venu sur Lyon? En fait, j'ai pas du tout fait d'études de marché à l'époque parce que je savais même pas en faire Quand je dis ça, c'est un grand mot, hein. C'est juste de dire, est-ce que les personnes vont s'intéresser à mon produit? Oui. Dans mon entourage, est-ce que les personnes sont sensibles de En fait, ma cible, c'était des gens comme moi. Ouais. Donc, je me suis dit, forcément, ça va plaire à quelqu'un. Mes amis, on est tous influencés par plus ou moins les mêmes choses. On aime bien les voyages, on aime bien les projets qui ont un impact positif. On aime les couleurs. C'était mignon. Je me suis dit, voilà, les filles de en tout cas, mon âge et de mon milieu, ça leur plaira forcément, quoi. Et voilà, donc je suis rentrée avec ces tops. Et pendant ces 2 années qui ont précédé le lancement officiel de Azadi en 2018, j'ai tâté le terrain, j'ai posé des questions aux gens,
J'ai eu beaucoup de doutes aussi, beaucoup de moments d'angoisse, de par où je commence. Donc en plus, tu étais seule, tu ne voulais pas t'accompagner de quelqu'un sur Lyon, tu étais seule dans ton projet. J'avais même pas réfléchi, j'avais pas réfléchi à est-ce que quelqu'un me rejoindrait sur le projet et je m'étais dit en fait t'es obligée de lancer le truc toute seule. Sinon, personne ne te rejoindrait tant qu'il n'y a rien qui est lancé vraiment. Et personne ne prendra ce risque, enfin, c'est un peu fou quand même. Et donc voilà, je suis rentrée. J'ai une amie qui m'a parlé de un dispositif qui accompagne les jeunes étudiants qui ont une idée de projet. Et donc cette copine qui avait entendu parler de mon idée de projet me dit peut-être que tu devrais te rapprocher d'eux. Je me suis rapprochée d'eux et elle m'a expliqué comment faire un premier business plan. Et donc ça m'a donné un peu la dynamique pour commencer à poser mes idées physiquement, enfin sur un PowerPoint et tout ça, toutes ces idées, parce que je savais pas du tout par où commencer en fait. Et je connaissais rien à l'entrepreneuriat. C'était vraiment une idée de jeune voyageuse très naïve. Enfin, c'était vraiment. T'avais pas construit du tout de plan, t'avais fait aucune étude sur le sujet. C'était un rêve que j'avais, et puis voilà, je suis partie vraiment de rien. Et donc pendant ces 2 ans, j'ai préparé le terrain. J'en ai parlé autour de moi. Je pense que c'est important aussi de bien parler de ton projet au début pour t'entourer, pour que les gens commencent à parler de ça et que ça fasse. On se renvoie la balle et du coup, tu crées déjà des liens, un réseau avant même que tu commences, parce que commencer à vide, ça peut être dangereux, c'est sûr. C'est ça. Et puis du coup, après ça, j'ai rejoint un incubateur à la Manufactory à Lyon 3. Et donc, il m'a aussi accompagnée pour former mon idée, pour oser passer à l'action. Parce que vraiment, c'est le plus dur, c'est le moment où tu appuies sur le bouton rouge et tu dis c'est bon, je commence, je me lance pour de vrai. Premier article en vente. Du coup, tu parles de bouton rouge. Pour lancer ton entreprise, du coup, c'est qu'en ligne à ce moment-là tu vends Alors, non, j'avais même pas de site internet. D'accord, donc on est sur du marché, sur du pop-up store du coup. Alors, c'était événement. Donc, les premiers événements que j'ai faits, c'était chez moi, dans mon salon. Et j'avais repris des études, j'avais poursuivi mes études en master entrepreneuriat, du coup. Donc, j'avais été prise grâce à ce projet dans ce master. Et donc, tous mes collègues du master me soutenaient à fond. Donc, ils sont tous venus, ils ont ramené des copains, mes amis aussi, mes proches, enfin voilà. Donc, premier événement de Azadi dans mon salon, on était une 30aine de personnes. C'est déjà bien pour le lancement. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai vendu mes 60 petits tops Super. Tout le monde a pris 2 du coup. En quelques mois. D'accord, je me suis dit tout le monde a pris 2 sur le Non. J'en ai gardé quelques-uns. Après, j'ai organisé un premier événement en dehors de mon salon. Du coup, c'était un café arty et tout. Et aussi, c'était ça que j'aimais dans ce projet, c'est de me dire que je créerais des partenariats qu'avec des projets issus un peu du même milieu, qui portent les mêmes valeurs. Donc, voilà, de l'économie sociale et solidaire, l'alternatif, le côté arty, tout ça, ça m'a toujours attirée. Et du coup, voilà, j'ai organisé un premier événement là-bas. J'ai invité 2 autres marques aussi qui débutaient pour qu'on soit plusieurs et qu'on soutienne et qu'on ramène chacun notre communauté. Et voilà, du coup, j'ai commencé en faisant des petits événements par-ci par-là. Et puis, le fait que j'avais organisé un premier événement, après, j'ai commencé à me faire parler de moi. On m'a contacté pour participer à des pop-up stores, des marchés. Il fallait cocher. Voilà, c'est ça. Et depuis, est-ce que tu as construit, donc là, on est en 2018, est-ce que depuis tu as construit une équipe? Parce que j'ai vu sur ton site que tu avais une cofondatrice, tu m'as fait cofondatrice du coup de Azadi, mais elle n'est pas intervenue directement dès le début. Non, elle a rejoint le projet en cours de route. Voilà, du coup, donc 2018, je vends mes petits tops Chacou, je mets des sous de côté aussi, donc c'est ça aussi les 2 ans où j'ai travaillé un peu dans l'ombre avant de lancer le projet, j'ai mis de l'argent de côté. Donc, il faut savoir que j'étais étudiante, boursière, donc en fait j'ai mis ma bourse de côté et j'ai essayé de ne pas toucher. Et donc j'ai mis 7 000 € de côté pour lancer la première production de Azadi et la première collection. J'ai aussi pendant tout ce temps travaillé sur le développement de la collection. Donc j'ai appris à dessiner des patrons des vêtements avec mon coloc de l'époque qui avait fait des études en modélisme et stylisme à Paris. Donc Nabil m'a aidé pendant 6 mois
où tous les jours on se réveillait de 9h à minuit et il m'accompagnait pour dessiner Mais il voulait pas spécialement rejoindre ton équipe pour être partenaire avec toi? Non, il juste, le faisait pour du pur échange. m'aider parce que il croyait en mon projet, il m'aimait, donc voilà, il m'aidait comme il pouvait, par-ci par-là. Bon, il travaillait pas tous les jours avec moi, c'est moi qui travaillais tous les jours, mais, mais il m'apportait les clés pour avancer. Et voilà, et donc je suis repartie en Inde pour mon deuxième voyage pendant 3 mois. Pour aller rencontrer un centre de confection avec qui j'allais travailler sur place. Et du coup, pendant ce voyage en Inde, donc c'était de juin à septembre 2018. Et à ce moment-là, j'ai sous-loué ma chambre et la sous-locatrice, c'était Elvira, celle qui est devenue mon associée. Okay. Et donc, elle m'a rejoint pour officiellement 1 an après la création de Azadi, donc en 2019. Mais elle a vu émerger dans le fond, elle a vu... Exactement, elle a participé depuis le début, elle m'a aidée pour le premier défilé de Azadi, elle avait défilé pour moi, voilà, elle m'aidait sur toute la logistique, comment on va présenter l'événement, parce que je suis arrivée avec ma valise, je ne savais strictement pas comment j'allais présenter les vêtements. Je me rappelle, Elvira avait fabriqué des portants en carton couverts de papier peint pour présenter les boucles d'oreilles en argile que j'avais ramenées d'Inde. Voilà, c'était vraiment, on a fait avec les moyens du bord. On commence comme ça après. Voilà, et donc elle m'a aidée spontanément parce qu'elle adorait le projet, elle était déjà fan de la marque, elle avait déjà acheté son petit top Shaku avant qu'on se connaisse parce que j'avais laissé mes top Shaku là-bas sur place. Donc elle avait déjà acheté son petit top Shaku, elle était à fond, elle avait hâte de connaître un peu plus sur le projet. Et elle était venue à la base pour une année en service civique à Lyon. Et donc finalement, elle s'est donnée à fond sur le projet, elle m'a aidée. Dès qu'elle était libre, elle était là pour Azadi. Il n'y avait que ça qui l'animait. Et voilà, et elle est finalement, au lieu de rester 1 an, elle est restée jusqu'à aujourd'hui en France, à Lyon, parce qu'elle est espagnole du coup. D'accord. Elle était là à la base dans un échange étudiant également Service civique du coup. D'accord. Donc elle était là pour une année de service civique et après, elle ne savait pas trop où elle allait aller après. C'était une sorte de pause pour savoir ce qu'elle voulait faire comme études et comme boulot. Tu as trouvé toi au final. Voilà, c'est ça. Elle a repris ses études aussi, du coup, en développement de projet, entrepreneuriat aussi à Lyon. D'accord. Et pour m'accompagner sur le développement de Azadi. Pour faire ses armes, du coup, pour t'accompagner au mieux. Exactement, voilà, pour créer vraiment des bases plus solides pour le projet. Et donc, elle m'a rejoint en 2019. On a développé un peu plus la stratégie de Azadi ensemble. Travailler sur une DA, une direction artistique particulière. Voilà, elle m'aidait beaucoup sur le côté très organisationnel parce que elle avait vraiment les compétences d'organisation. Moi, j'avais le plus les compétences créa, du coup, on se complétait bien. On a levé des fonds ensemble, donc c'est elle qui s'occupait de ces dossiers. Et puis, on a commencé à réfléchir à est-ce qu'il faut qu'on recrute ou pas, comment on peut recruter, combien il nous faut, tout ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous disiez, qu'est-ce qui nous manque en termes de compétences? Qu'est-ce que vous voulez chercher comme compétences? À l'époque, j'ai pas mentionné Camilla, mais Camilla, du coup, qui est une de mes vieilles amies du collège, elle a commencé à m'aider dès le début du projet aussi. C'est elle qui a créé le logo de Azadi, parce qu'elle avait fait des beaux-arts et elle faisait du graphisme, du coup. Donc elle m'a aidé à créer la charte graphique de Azadi, l'identité visuelle. Et donc l'idée c'était que déjà Camilla nous rejoigne pour travailler avec nous et pour qu'elle puisse gérer la communication. Et que moi je puisse me libérer un max de temps pour gérer la production, parce que du coup moi mon métier principal c'est de gérer la prod, être en lien avec les artisans, créer les collections, imaginer l'univers. Imaginer les éditos, tout ça. Et voilà, du coup, on avait besoin d'une personne en charge de la com parce que c'est un boulot à temps plein pour une marque de mode. Et 2020, on a bossé à fond ensemble. Du coup, il y a eu le confinement en 2020. Donc, on a pu s'isoler, avoir du temps libre pour nous. On était super contentes. C'était une chance pour nous, en tout cas. On a saisi l'opportunité. Se poser, pouvoir travailler sur le projet. Voilà. Ça peut être un site, du coup alors, le site internet, je l'avais commencé 1 an auparavant. Donc, pendant mes études,
En master entrepreneuriat, la moitié de mon temps en cours, je travaillais sur ce site internet. C'est toi qui l'as créé ou non, du coup, Camilla m'a aidée. Okay. Donc, on a utilisé Shopify, qui est très simple, très intuitif à utiliser. Et elle, du coup, elle a créé, on va dire, le back-office du site internet. D'accord. Et puis moi, je créais tout le contenu écrit, les photos. Aussi, les photos, j'étais aidée par une amie de mon master qui faisait de la photo, qui m'a dit « Elisa, tu veux que je t'aide ?» En fait, il y a eu plein de gens... C'est des collaborations, mais c'est juste de l'entraide. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas aller engager des personnes pour faire du shooting ou pour créer ton site, c'est de l'entraide. En fait, les gens, le projet leur parlait tellement que d'eux-mêmes, spontanément, ils venaient vers moi, ils me disaient « Elisa, j'ai envie de t'aider. Voilà, j'ai envie de participer au projet, c'est génial, il y a des belles valeurs, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. » Sachant que j'avais vraiment aucun argent au début, aucun fonds, enfin je suis vraiment partie de rien. Et du coup, c'était des personnes qui voulaient m'aider bénévolement pour acquérir en expérience, pour faire partie de l'aventure, parce que aussi ils portaient les mêmes valeurs et donc c'était chouette. Et il y a eu beaucoup de bénévoles dans la Zadi. Dans les premières années, il y a eu une trentaine de personnes qui ont participé au projet. Ouais, donc ça a été énorme. Donc une trentaine, ça comprend aussi ceux qui ont posé pour moi, ceux qui ont décidé. Du coup, tes modèles, j'imagine, du coup, c'est des amis, c'est pas des modèles que tu as payés. Non, c'est des amis qui. Donc c'est vraiment du coup un projet d'entraide, jusqu'au bout en fait, de l'origine jusqu'à la création. Voilà, toutes les valeurs du projet, c'est vraiment on s'entraide, on passe des bons moments ensemble, c'est des moments de rigolade, c'est des belles valeurs qu'on partage. Et voilà. Et donc, c'est ça qui était chouette dans ce projet, qui m'a donné aussi l'élan et l'envie d'avancer. C'est qu'il y avait une belle synergie autour du projet. Et ça, ça me donnait toute... on va dire, ça me confortait dans l'idée que il y avait quelque chose à faire avec Azadi. Ouais, voilà. Ok. Parce que du coup, on parle de valeurs depuis tout à l'heure, du coup, des valeurs de Azadi. J'ai pu voir sur le site que tu parles, comme on a parlé juste avant, de production responsable, du fait de vouloir faire travailler dans les villages, les villages défavorisés, de vouloir ramener l'emploi. Ouais. Du coup, comment ça se passe? Tu m'as dit que tu travaillais avec des partenaires en Inde. Comment est-ce que tu organises tes partenariats avec les ONG, j'imagine, en Inde? Comment est-ce que ça se passe? Alors, comment ça se passe? Du coup, le premier centre de confection avec qui j'ai travaillé, c'est l'ONG Don Bosco. On s'est rencontrés en 2018, du coup, à mon retour en Inde. L'idée, c'était vraiment que j'arrive à soutenir des gens qui en ont vraiment besoin. Enfin, c'était vraiment ça dans ma tête. Et donc, je me suis compliqué la vie. Au lieu d'aller vers un centre de confection déjà bien établi, qui est des boss pour toutes les marques de mode responsables dans le monde, en fait, j'ai décidé d'aller travailler avec un centre de confection qui venait d'ouvrir dans un village et qui n'avait jamais travaillé dans le vestimentaire. Ah, vous êtes son premier client dans la mode. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc en fait, vraiment de zéro même avec eux. En fait. Voilà, et cette ONG, eux, ils venaient d'ouvrir le centre de confection dans le but, du coup c'est une ONG chrétienne. Donc moi je suis pas forcément religieuse, mais en tout cas ils ont des belles valeurs qui font que ils sont dans la solidarité, aider son prochain. Et donc eux, ils voulaient développer l'emploi pour les personnes en difficulté dans le village. Et donc, ils ont ouvert ce centre de confection. Et aussi, le but, c'était qu'ils puissent produire les affaires pour les uniformes pour les écoles autour aussi. D'accord. Parce que du coup, les enfants qui vont à l'école, leurs parents, ils n'ont pas forcément les moyens de payer un uniforme pour aller à l'école. Donc, ils se sont dit, on va produire aussi des uniformes pour donner accès aux gens à ces vêtements pour leurs enfants. Et donc, je les ai rencontrés vraiment 3 mois après qu'ils aient ouvert le centre. Et moi, je suis arrivée avec mon idée en disant je suis française, j'ai envie de développer une marque de mode avec vous et j'ai envie de vous soutenir, j'ai envie de vous accompagner. Et on s'est hyper bien entendus. Vraiment, c'était des relations pas du tout cordiales, officielles, formelles plutôt. Oui. C'était pas des formel, échanges. C'était plutôt cordial, c'est pas formel. Voilà, c'est ça. C'était cordial, mais pas formel. On s'est très bien entendus. Ils m'ont dit, écoute, Lisa, on te laisse gérer le centre et voir où est-ce que tu vas nous emmener. Oui, gérer du coup les partenariats avec les villages. Ils transmettaient du coup en fait, le lien entre toi et les producteurs. C'est des frères qui gèrent l'ONG. Donc, eux, ils sont sur plein de projets à la fois. D'accord. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper du centre de confection qui n'est pas leur premier métier, on va dire.
Eux, leur métier, c'est de bénir les gens, d'aller bénir les maisons, de sauver des enfants à la rue. Ok. Parce que donc l'ONG, c'est vraiment un centre où ils vont aussi recueillir les orphelins, les enfants qui, leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou les enfants battus, ou des choses comme ça. C'est une ONG du coup. C'est une ONG, Okay. voilà. Et eux, ils vont les recueillir, ils vont leur donner accès à un logement donc dans l'ONG et s'occuper d'eux, leur apporter de l'éducation et tout ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est leur métier principal et c'est moins leur métier de gérer un centre de confection. En fait, ils ont le lieu, l'espace, les machines qui laissent à disposition des couturiers du village qui veulent travailler. Et après, ils laissent un peu la gérance partir, s'autogérer comme ils peuvent entre eux. Sauf que la gestion en Inde du travail, c'est pas la même. C'est compliqué. Et du coup, moi, j'ai dû vraiment revoir des bases avec eux pour bien organiser la production. Donc, ça a été vraiment parti d'une évidence, des choses très simples. Par exemple, créer un document Excel pour donner les commandes. Ça, ils n'avaient jamais réfléchi à ça. Eux, ils prenaient une feuille de papier, ils écrivaient dessus. C'était vraiment... c'était vraiment comme si on travaillait à la maison, quoi. D'accord. Et donc, moi, je suis restée 2-3 mois sur place avec eux. J'ai vécu dans le centre avec eux. Tu as pu du coup rencontrer, j'imagine, les personnes qui produisent les Voilà, ils me connaissent tous. Ça fait 5 ans. Ils sont combien C'est toujours le même village à qui tu demandes Alors, du coup, cette ONG Don Bosco, c'est un village. Donc, aujourd'hui, il y a 4 femmes et 4 hommes qui travaillent là-bas en tant qu'artisans. Et il y a... Pour Azadi Boutique. Voilà, pour Azadi Boutique. Et comme je ne travaille pas pour eux, ils ont d'autres commandes... d'entreprises indiennes, mais c'est pas forcément... du coup, ils comptent beaucoup en fait sur Azadi pour avoir des commandes en continu qui soient bien payées. Parce que aussi, le truc, c'est que avant qu'ils me rencontrent, ils produisaient pour d'autres entreprises en Inde, mais qui les payaient à coups de lance-pierre, mais ils n'avaient pas le choix d'accepter ça parce qu'ils n'avaient que ça à ce moment-là. Donc l'idée, c'était que moi, je puisse grandir aussi de mon côté, faire connaître la marque en France, pour leur permettre de vivre et d'avoir une bonne rémunération. Donc, on est vraiment partis de zéro ensemble, quoi. Et donc, ça a été vraiment de tout organiser, comment on stocke le tissu qui arrive. Et c'est dans quelle région, du coup Dans le Karnataka, du coup, dans le sud de l'Inde. D'accord. Il y a un village qui est assez connu qui s'appelle Hampi, Moi, ça me dit rien, mais... historique. Voilà, à côté de la ville de Bangalore, qui est la Silicon Valley de l'Inde. Et donc, il y a ce centre de confection que j'accompagne depuis 2018, avec qui on a grandi ensemble, en fait. On travaille ensemble et on grandit ensemble. Et après, là, depuis 2022... depuis février 2022, j'ai commencé à travailler avec un autre centre de confection donc qui est à Bangalore, donc toujours dans la même région. C'est une entreprise sociale, labellisée Fairtrade, qui a été créée par des femmes pour les femmes. Et voilà, pareil, c'est pour développer l'emploi pour elles et dans de bonnes conditions, avec une bonne rémunération. Parce que la place de la femme, elle est très petite en Inde, donc tu as toujours des petites entreprises, ONG comme ça qui essayent de changer les choses. Et du coup, je bosse avec eux depuis début 2022. Et elles sont un peu plus expérimentées dans le vêtement, donc je vais leur donner les pièces de vêtements plus complexes à faire. Et les plus faciles, ça va être avec l'ONG Don Bosco. D'accord, ok. Ensuite, tu as les fournisseurs de tissus. Donc, les fournisseurs de tissus, comme je t'expliquais au début de notre conversation, c'est des personnes que je vais rencontrer directement dans les villages. Parce que du coup, tu as des villages où ils sont spécialisés dans un type d'imprimé, dans un type de coton ou de teinture naturelle. Et donc, moi, je vais les rencontrer directement. Et donc, c'est des communautés, en fait. Donc, par exemple, il y a la communauté Khatri, qui est une communauté musulmane, qui est très connue dans l'imprimé Ajrak. Donc l'imprimé Ajrak, c'est une manière d'imprimer avec les tampons en bois, les teintures naturelles et les imprimés, tu les reconnais bien par le style un peu islamique, les couleurs assez chaudes et assez fortes.
Et eux, ils sont très connus parce que c'est vraiment des artistes dans la création des motifs. Et aussi, ils s'installent dans des régions arides qui permettent aussi d'avoir un soleil qui tape assez pour faire sortir les couleurs. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc il y a la communauté Catri, après j'ai la communauté aussi des weavers, on les appelle, les tisseurs. Et la communauté des tisseurs, c'est des hindous. Et ils vont travailler en collaboration avec la communauté des Catri. D'accord. Et donc c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vas dans un village et ce village, il dit moi je travaille avec Soufiane Catri qui est de là-bas et je vais les rencontrer là-bas. Enfin, voilà. Et comment je bosse avec eux du coup? Eux, ils sont connectés à une NGO aussi ou c'est directement entre eux qui… Directement entre eux, c'est des petits auto-entrepreneurs comme moi, soit auto-entreprise. Donc tu fais une commande directement sans passer par une autre, un autre organisme, tu commandes directement à eux. Exactement, j'ai aucun intermédiaire, c'est moi qui vais les rencontrer sur place, qui m'intéresse à leur travail, qui fait les photos, les vidéos. Donc tous les ans, tu fais un petit séjour en Inde pour… Voilà, pour découvrir un peu plus leur travail, pour aussi créer une base de données de différents motifs, de leurs coloris qu'ils ont, parce que du coup… T'es obligé en fait de faire tout toi toute seule parce qu'ils utilisent pas de site internet, ils vont pas forcément mettre les photos en ligne et te les envoyer. Donc c'est à toi d'aller rechercher les informations. Eux ils prennent le travail qui vient, mais voilà, ça se fait un peu tranquillement. Quand il y a du travail, il y a du travail. Quand il n'y a pas du travail, c'est pas grave, on est avec la famille. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que voilà, ils ont préservé un savoir-faire qui est très respectueux de la nature et des gens qui travaillent dedans parce que c'est pas toxique, c'est tout manuel, il n'y a pas d'électricité qui est utilisée. Enfin, c'est vraiment justement, en parlant de nature, du coup, de préservation, parce que j'entends, du coup, ils sont dans un système qui préserve la nature. On est sur cet engagement-là, qui est aussi le tien. J'ai pu voir sur ton site que c'est une de tes valeurs de vouloir produire de façon responsable aussi, du coup, au niveau de l'environnement. Comment tu arrives à allier le fait de travailler de façon responsable en Inde tout en préservant l'environnement? Parce que du coup, ça fait beaucoup de voyages, j'imagine, c'est compliqué. Comment est-ce que tu arrives à allier ces deux univers? Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait. Ce qui est intéressant, c'est que le schéma de pensée que j'ai eu, c'est que je me suis dit, de toute façon, les matières premières viennent principalement d'Inde. Le coton dans le monde est principalement produit en Inde. Donc, une entreprise qui fait du Made in Europe avec des t-shirts en coton bio, souvent le coton vient d'Inde, bien souvent. Donc, déjà, ce qui est génial, c'est que du coup, tout est produit sur place, de la graine au montage du vêtement. Souvent aussi, tu as des histoires où même le fil est importé d'un autre pays, où les teintures sont importées d'un autre pays. Là, ils ont tout sur place. Donc au final, tu as réussi à produire dans une même zone. Au final, tu réduis le nombre de voyages et le nombre de voyages entre différentes productions. Voilà, tout est produit dans la même zone. Le seul voyage qui est fait, c'est l'expédition du produit fini, entièrement fini, dans ta boutique directement. C'est ça. Il faut savoir que toute la création d'un tissu, dans une usine lambda normale, le fil il est produit dans un autre pays, le tissage il est fait ailleurs, les boutons ils sont fabriqués ailleurs, tout ça. Alors que du coup tout est produit en Inde, donc j'ai tout en circuit court. L'Inde c'est grand quand même. Oui, mais bon, ça reste un circuit beaucoup plus court si c'était l'Europe. C'est ça. Mais ouais, carrément, le tissu, il est fabriqué de A à Z dans un village. Et c'est ça qui est hyper passionnant, du coup. Où comme je t'expliquais, t'as la grand-mère qui fait la bobine de fil, l'oncle, le tissage, le cousin, la teinture. Enfin, c'est hyper bien. Et puis, du coup, tu fais participer du coup des communautés, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Donc, t'as tout sur place. Ensuite, le tissu, une fois qu'il est prêt, je leur dis, vous l'envoyez cette quantité à ce centre de confection. Donc, il y en a deux. Donc, je leur donne une des deux adresses. Et ensuite, ils envoient le tissu. Et enfin, le centre de confection reçoit ça. Ils ont déjà les patrons. Je leur ai envoyé les fiches techniques pour le vêtement. Et là, ils n'ont plus qu'à faire un premier test, découper dans le tissu que j'ai sélectionné pour telle coupe. Et ensuite, ils vont m'envoyer pour que je puisse valider. D'accord. Voilà. Il y a quand même l'importation par avion, parce que je ne peux pas faire par bateau, il faudrait que je produise énormément pour remplir un cargo. D'accord. Il existe apparemment les cargos partagés, mais ça n'existe pas beaucoup encore, c'est pas très bien organisé depuis l'Inde. Donc je me suis quand même posé toutes ces questions.
J'espère que dans le futur, je pourrai me permettre de trouver une autre alternative. Mais pour l'instant, c'est la seule que j'ai. En soi, c'est pas pour te pointer du doigt, parce que, comme on redit, c'est un circuit du coup plutôt court, contrairement à ce qu'on peut produire dans toute l'Europe, mélangé à l'Asie, mélangé aux États-Unis, Amérique du Sud. C'est un circuit beaucoup plus fermé, beaucoup plus court, donc le seul trajet en soi, c'est l'avion. Ouais. Même si c'est un gros trajet, ça reste beaucoup moins polluant, j'imagine, que de produire dans différents pays. Comme on le fait pour la plupart des vêtements. C'est ça. Donc c'est sûr que ça réduit en tout cas tout ça. Et puis après, le projet a son impact positif aussi. Voilà, il soutient les communautés, il soutient les personnes qui ont besoin d'emploi. Et pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes aussi dans ce projet, quoi. L'écologie, bien sûr, est extrêmement importante, mais ce qui m'a en tout cas d'abord guidée vers Azadi, c'était vraiment la condition de travail des personnes et les gens qui font les choses bien et qu'il faut soutenir. Mais à savoir que j'ai failli fermer là au mois de décembre. On était une équipe de 6. Je me retrouve 2 maintenant. Et mon associée, elle va arrêter là. Parce qu'elle est épuisée, ça a été très fatigant les dernières années de Covid. Donc, du coup, ton associée espagnole, du coup Elvira, voilà. Elvira, ouais. Elle termine ce mois-ci d'ailleurs. Donc elle l'avait rejointe en tant qu'alternante Elle l'avait rejoint, non, elle bossait à fond. Donc elle travaillait à côté pour gagner de l'argent parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer encore. Du coup, elle a bossé comme moi en tant qu'entrepreneuse qui donne du temps au projet, mais gratos. Donc depuis 2019, tu as eu combien de passages alternants et stagiaires? Tu as eu des alternants et des stagiaires? J'ai eu des stagiaires et après j'ai commencé à avoir des alternantes depuis 2021 du coup. D'accord, après Covid. Voilà, du coup on a profité de l'aide de l'État, donc l'OPCO qui finançait en partie les alternances et c'est comme ça qu'on a pu se permettre d'avoir des alternantes depuis 2021. Donc on a eu 3 alternantes au total. Jusqu'à décembre dernier. Un an chacune? Il y en a une, elle est restée 1 an et demi. Il y en a une, elle avait commencé en stage, puis après on l'a pris en alternance. Une autre qui avait commencé aussi en stage et on l'a pris 1 an en alternance. Qui était compliqué. T'avais du mal à financer du coup depuis septembre, ça a été très dur pour beaucoup de marques de mode responsable qui font les choses bien. Voilà, c'est souvent des petites boîtes et il y en a beaucoup qui ont fermé. Donc depuis 2022 du coup? Depuis septembre 2022, ouais. En fait, depuis la crise, la guerre en Ukraine, tout ça, inflation, pouvoir d'achat qui a énormément baissé et forcément, le vestimentaire, c'est pas la priorité. Non. Du coup, nous, on a eu une chute de 60% des ventes depuis septembre. Qui a fait qu'en fait, on ne pouvait même plus financer les salaires au bout d'un moment, quoi. Et qu'avec Elvira, mon associée, on n'a pas pu se payer pendant 2 mois, au mois de novembre et décembre, qu'on a dû prendre la décision de tout arrêter, de fermer, parce qu'on est arrivé à une cessation de paiement. Ah oui, d'accord. Et donc là, normalement, décembre, j'avais fait une annonce auprès de notre communauté, justement, en leur disant, on clappe de fin, on arrête. Et donc j'avais commencé à arrêter la production et à arrêter aussi l'emploi de certaines de l'équipe. Celles que je pouvais faire en priorité, je l'ai fait. Et il y a eu un retournement de situation, on a eu un gros rebond parce que du coup notre communauté nous ont énormément soutenus. Et ils ont du coup fait tous leurs cadeaux de Noël chez nous au mois de décembre. Incroyable. Et ça nous a sauvé la vie, ça nous a sorti la tête de l'eau. Et là, j'ai perçu une dernière chance de manœuvre, de m'en sortir. Et du coup, je l'ai saisi, j'ai décidé de continuer sans mon associé Elvira, qui avait déjà décidé d'arrêter. Et du coup, là, je recommence, on va dire, une nouvelle version de Azadi, mais en plus petit nombre, avec une stagiaire, Nabila, qui est avec moi jusqu'à juillet. Mais voilà, du coup, je suis en train de reprendre tout toute seule, quoi. Donc, tu as une communauté quand même assez engagée. Ouais, énormément. Et c'est incroyable à chaque fois. C'est pas la première fois qu'on a eu un coup de mou. On a eu aussi un coup de mou suite au Covid en 2020. Donc on a fait une campagne Ulule début 2021 sur la collection velours côtelé. D'accord.
qui a eu un gros succès. Et pareil, ça nous a sauvés vraiment de justesse pour continuer Azadi, quoi. Donc c'est souvent des gros rebonds là en ce moment depuis la crise pour toutes les jeunes marques, quoi. Logique. Mais ouais, c'est assez incroyable qu'on soit encore là parce que j'y croyais pas du tout. Et là, depuis décembre, tu as réussi à remonter un peu la pente en termes de nombre de ventes ou... Ça reprend, j'arrive à tenir un objectif qui me permet de rembourser les dettes, de payer tout le monde, les fournisseurs, de moi me sortir un petit salaire quand même. Mais c'est pas encore... ouais, on est bien reparti. On va dire qu'on marche sur un fil et qu'on est quand même fragile et que il y a des risques quand même si les chiffres et si le contexte économique ne va pas mieux, quoi. Et parce qu'en soi, le pouvoir d'achat et l'inflation n'a pas baissé et le pouvoir d'achat n'a pas augmenté non plus, donc ça reste compliqué d'acheter des vêtements. C'est ça. Là, en gros, en ce moment, on fait un gros déstockage que j'ai jamais fait de ma vie parce que normalement, on a quand même des marges très petites et si on fait des grosses réductions, nous, on gagne rien. Il n'y a plus de marge. Donc là, on est en train de faire des gros déstockages, moins 30 à moins 50% sur les collections. Du coup, c'est à perte que vous faites? Non, on fait une petite marge, mais très minime, quoi. Ouais, okay. Là, on se rembourse à un max. J'essaye de renflouer les caisses pour pouvoir continuer pour la suite, quoi. Donc voilà, c'est tout un travail de quotidien. Tout bas au quotidien. Bon, moi, je te souhaite en tout cas que ça réussisse. Ouais. En tout cas, je découvre la boutique et je pense que je viendrai sûrement faire un tour. J'ai vu que c'était une marque mixte. Et moi, si je venais demain dans ta boutique acheter un vêtement, qu'est-ce que je pourrais acheter? Donc du coup, homme comme femme peut porter chacune de tes pièces. Ou tu as des pièces hommes, des pièces femmes? Alors je dis mixte dans le sens où en fait j'essaie de sélectionner des tissus, des imprimés, des couleurs qui aillent autant pour l'homme que pour la femme. D'accord. Voilà, qu'un garçon puisse facilement se projeter avec ce type d'imprimé et une femme aussi. Et du coup, je vais utiliser les mêmes tissus pour voilà, hommes et femmes. Et donc, ça va être des coupes différentes, par contre, qui sont plus adaptées aux morphologies. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment que la marque puisse plaire autant à la communauté hommes que femmes. Et tu fais aussi pour les enfants ou pas encore? Non, c'est pas encore un projet, mais pourquoi pas dans quelques années. On m'a beaucoup demandé de faire pour enfants, donc ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être sympa. Ouais. Peut-être quand moi je deviendrai maman, j'y penserai. C'est ça, ce sera son moment déclencheur peut-être. Voilà. Bon, je te souhaite du coup de bien continuer et de réussir. Avant de finir l'interview, je te propose de te laisser face caméra, de faire un petit mot, de donner un petit mot aux indépendants qui souhaitent se lancer, qui regardent cette interview, de leur donner un conseil de vie que tu as pu retenir de ton expérience personnelle. Donc je vais te laisser avec la caméra. Je te retrouve après pour conclure la vidéo. Moi, un conseil que je peux donner, qui est vraiment de ma propre expérience et de ce que j'ai pu ressentir, souvent on a un peu le syndrome de l'imposteur parce qu'on n'a jamais créé d'entreprise ou qu'on se lance dans un projet où on ne connaît pas forcément tout l'univers de cette activité. Et en fait, je pense qu'on le sait un peu intuitivement si on est à la bonne place ou pas, si on est fait pour se lancer dans ce type de projet. Et donc, je pense que c'est important de se faire confiance. C'est aussi bon de parler de ces projets au monde qui nous entoure. Aux personnes pour qu'on puisse aussi avoir peut-être des retours qui nous aident à avancer. Mais c'est bien de toujours de se faire confiance et de pas trop non plus écouter tous les retours. Prendre les retours qui sont bons à prendre, qui nous semblent évidents à prendre. Mais lorsqu'on a un doute et qu'on a du mal à se faire confiance, je pense qu'il est vraiment important de s'écouter et de retourner à la racine de nos valeurs et de ce qui a fait qu'on a eu cette volonté de se lancer dans ce projet. Voilà, donc voilà le conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance. Et n'hésitez pas aussi à parler autour de vous du projet pour que ça puisse vous donner les clés
qui vous manque pour avancer au mieux. Merci beaucoup Lisa pour ces conseils, c'était super. Merci beaucoup de m'avoir accueilli du coup dans tes locaux, dans ta boutique. Ouais, Bonne continuation pour tes merci. projets. J'espère que tu réussiras, que ça continuera à avancer, que je vais remonter la pente après l'inflation, etc. Oui. Donc je te souhaite plein de bonnes choses, bonne continuation. Merci beaucoup Et à Roman, bientôt. c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci bien. À bientôt.